Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast. De nouveau avec Julie. Ça fait longtemps, Julie, qu'on n'a pas fait de podcast ensemble. Effectivement, ça fait longtemps, trop longtemps, Adam. Ça fait un petit moment, voilà. Les choses font que ça a été un petit peu compliqué, mais on y est. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va traiter d'un sujet un petit peu plus léger par rapport au sujet qu'on traite d'habitude, puisqu'on va parler des comportements bizarres chez nos chiens. C'est ça. Hein, via un décryptage par l'éthologie. Alors j'aimerais que tu nous expliques le pourquoi de ce sujet, Mmh. que tu nous expliques, enfin que tu expliques aux auditeurs, aux personnes qui regardent cette vidéo, ce qu'est l'éthologie, Mmh. avec tes propres mots. Moi, j'ai les miens, mais par tes propres mots. Et comment est-ce que tu vas amener le sujet d'aujourd'hui, qui est un Mmh. petit peu plus, voilà, plus léger, comme j'ai pu le dire précédemment. OK. Donc qu'est-ce qui a amené ce sujet-là? Bah, c'est beaucoup l'expérience de mes clients et donc souvent en ce moment, j'ai: «Pourquoi mon chien fait ça? Pourquoi mon chien fait ça?» Et même dans mes demandes, en tant que comportementaliste canin, on fait appel à moi pour comprendre les comportements des chiens. Donc c'est pas toujours évident. J'ai loin de là la réponse à tout, mais parce qu'il faut bien sûr, ce que dit l'humain, mais aussi le visuel et ce que je vois du chien. Et puis par moment, bah, il y a aussi des points d'interrogation. Donc l'éthologie, pour la faire simple, hein, parce qu'il y a une définition, mais je l'ai pas même par cœur, mais c'est l'étude du comportement des animaux en général, d'accord, de tous les animaux. Donc on va vraiment étudier leur comportement, puisque pour pouvoir traiter ce qui se passe, il faut comprendre les symptômes, les causes, etc. Donc là, évidemment, au niveau des chiens, donc je fais une définition très très brève, hein, parce Oui. que je suis pas une spécialiste de l'éthologie, mais par contre, en tant que comportementaliste canin, j'ai fait évidemment des formations liées au ce qu'on appelle les troubles du comportement. Mais on va voir qu'il y a trouble et trouble. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un trouble? Si ce n'est un comportement dit anormal. Et donc, ça m'a amené ce sujet de dire, bah, je vais essayer d'expliquer par le biais de l'éthologie, donc que je vais plutôt transposer comme de l'histoire. On va revenir un peu sur l'historique, c'est-à-dire il y a eu des études qui ont été faites qui vont permettre d'expliquer certains comportements. Donc là, c'est pas dit par Julie Poco, c'est des comportements que vous avez peut-être même lus sur Internet. Mais bon, attention, parce qu'on trouve un peu de tout sur Internet. Mais par contre, là, le but, c'est un peu de vous expliquer ce qu'est un comportement bizarre, ce qu'on appelle bizarre chez nos animaux, nos chiens, ce qui en fait, la plupart du temps, n'en sont pas. C'est tout à fait normal, voire instinctif. Et pour mieux, toujours pareil, toujours dans un but de mieux les comprendre pour ensuite mieux vivre ensemble. Voilà mon but aujourd'hui. Ouais, la particularité du sujet d'aujourd'hui, à part d'être plus léger, c'est qu'on va pas forcément parler de troubles. Non. On va parler de comportements qui sont, entre guillemets, «bizarres» aux yeux de nous les humains, Mmh. mais qui ne sont pas problématiques, très clairement. Alors l'éthologie, bon, tu l'as extrêmement bien définie, j'ai rien à rajouter, à part le fait que c'est une science et Mmh. par définition, une science est inexacte. Et je sais que parce que comme tu l'as dit justement, tu t'appuies sur des études, mais les études aussi évoluent avec le temps. Exactement. Et je sais que dans ce domaine animalier, les gens se régalent dès qu'ils ont une étude un petit peu contradictoire ou quoi. «Mais non, c'est pas ça» et cetera. Mmh. Alors voilà, vous savez, au travers de ce podcast, au travers de ce qu'on peut dire, au travers de nous, Snapdog Academy, de Julie aussi, via Binôme Canin et cetera, on ne détient pas, la science infuse et surtout, vous non plus. Donc ça Mmh. veut dire qu'il faut garder cette ouverture d'esprit, se dire qu'aujourd'hui, nous avons des connaissances, des compétences qui nous permettent de pouvoir arriver à certaines conclusions, et je mets des guillemets. Certaines seront pérennes, d'autres pourront peut-être évoluer, d'autres peut-être sujets à des discussions, des débats, mais il faut que ça reste constructif, bienveillant. Voilà, je le précise parce que vraiment l'éthologie, c'est un sujet, moi je le vois, qui est extrêmement sensible. L'éducation aussi, parce que chaque personne qui a un chien a sa propre manière de voir les choses. Il faut garder cette ouverture d'esprit, et être dans l'échange, bien évidemment. C'était ma petite précision sur l'éthologie. Mais tu as bien fait de Heu, préciser. voilà. C'est essentiel de préciser ça. Voilà, là, c'est vraiment plus une occasion de parler des comportements bizarres, mais en aucun cas ce qui est dit là. Alors, bien sûr, j'ai préparé mon sujet. D'ailleurs, je vais lire un peu parce que c'est un sujet, vu qu'on parle d'éthologie, que je maîtrise peut-être un peu moins que les autres. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre. Pas juste, on n'a pas un manuel, page 34, ok, ton chien il a tel comportement, faut faire ça. C'est du sur-mesure en permanence. Quand on gère un être vivant, forcément, il a son bagage émotionnel, son histoire, son passé. Et là, on parle pas d'études. Alors, il y aura un peu de ça. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de déchiffrer ça et de vous aider à comprendre certains comportements. Mais pourquoi mon chien, il fait ça? Ben, on va essayer de le voir ensemble, toujours avec une ouverture d'esprit et à en prendre, à en laisser, parce que il n'y a pas de Mmh. vérité 100%.
Absolu. Ben, moi, comme j'aime bien le dire, on n'a pas de notice pour éduquer nos propres enfants, donc on est encore beaucoup plus loin pour avoir une notice pour éduquer une Complètement. espèce totalement différente. Eh bien, on va commencer avec nos 7 questions. Et la première Mmh. question est la suivante. Mon chien devient fou. Par exemple, il se met à courir partout. Donc, on appelle ça des zoomies. Mais justement, qu'est-ce que sont précisément les zoomies? Alors les zoomies, ça c'est en fait, c'est des pics émotionnels, d'accord? Donc le chien, il va se mettre à courir frénétiquement de partout, ça peut être dans la maison, ça peut être dans le jardin, voilà. En général, ces zoomies, donc déjà, il faut savoir qu'elles sont complètement normales. C'est une décharge émotionnelle, donc ça peut arriver souvent parce que, bah, il y a eu, par exemple, après quelque chose, ça peut être après, un bain, un soin particulier, après, même peut-être une éducation qui a été donnée, voilà, où le chien s'est senti un peu, j'en sais rien, hein, après une quelque chose d'assez, chargé pour le chien. Mais ça peut être aussi suite à une joie intense. Moi, j'en vois beaucoup dans mes balades collectives. Les chiens, ils sont contents et tout. Et puis d'un coup, le chien, ça y est, j'appelle ça le quart d'heure de folie, les zoomies, appelez-les comme vous voulez. C'est simplement une décharge émotionnelle. Donc, ce qui va être très important dans ce moment-là, c'est de pas les gronder parce qu'ils en ont besoin. Et alors, il y en a qui vous disent, il faut pas qu'il y ait de zoomies, c'est pas normal. Si, alors si, c'est tout à fait normal. Je vais faire un parallèle humain. C'est comme si votre enfant, il a été toute la journée à l'école, il rentre de la maison, il saute sur le canapé, il fait le foufou. Bon, il a besoin de se décharger. Il a été concentré un certain temps, ou alors il part, je sais pas, à courir ou j'en sais rien. Donc déjà, c'est tout à fait normal et normal. Donc ça, faut le savoir. C'est un trop plein d'énergie. Ce trop plein d'énergie, on peut le canaliser un petit peu. C'est-à-dire qu'on part du principe que si le chien a des besoins qui sont comblés, c'est-à-dire l'éthogramme du chien, c'est-à-dire l'éthogramme, c'est vraiment l'homéostasie, donc l'équilibre entre les différentes activités. Jeu, repos, mastication, flair, dépenses physiques, alimentation. On a à peu près ces 6 étapes-là, d'accord? Si l'éthogramme du chien est respecté en fonction du tempérament du chien et de sa race, donc l'éthogramme n'est pas le même pour tous les chiens, bien évidemment, eh bien, à partir de là, oui, les zoomies, ce qu'on appelle les pics émotionnels, peuvent être un petit peu moins élevés. Mais déjà, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut faire, si vous avez des enfants et que le chien il court comme ça, eh ben, laissez votre chien faire pendant ce temps-là et ne vous mettez pas au milieu de lui parce que de toute façon, c'est quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Presque, il en a besoin, c'est un besoin, mais il faut pas chercher à dire bon, allez, ça suffit ou même à rediriger. Laissez faire à ce moment-là. C'est OK à partir du moment où c'est occasionnel. Hmm. Attention, occasionnel, ça veut pas dire si c'est tous les jours, c'est pas grave non plus. Par contre, si ça dure 1 heure et demie, 2 heures, là on a un problème. Là effectivement, on pourrait se dire bon, le chien il a trop besoin de se défouler, c'est pas normal. Mais si c'est quotidiennement et que c'est 3, 4, 5 minutes, 10 minutes jour, bon revoyez un peu votre éthogramme, mais tout va bien. Voilà. Donc Il a le droit d'être c'est heureux. Il a le droit d'être oui, heureux, quoi. oui, bien sûr Bordel. qu'il a le droit. C'est tout à fait logique, donc pas de panique. Voilà, Ouais. C'est vraiment à prendre dans le contexte, en fait. La exactement. différence entre des zoomies et un trouble du comportement, c'est notamment le contexte. Comme tu l'as dit, effectivement, si le chien fait que courir, sauter partout toute la journée, c'est que là, effectivement, il a besoin de se défouler. Donc là, il y a des choses à revoir. Mais si c'est après un événement particulier ou si c'est exceptionnellement dans la journée parce que il est juste heureux, qu'il a le droit d'être Mmh, heureux et que le but quand on a un chien, c'est qu'il soit heureux et qu'il l'exprime d'une manière. Donc c'est très bien. Et c'est vrai que beaucoup veulent limiter, enfin éviter même les zoomies, alors que non, en fait, même nous, des fois, je veux dire, moi, il se passe une journée où j'ai un truc, je suis content, j'ai envie de gueuler, quoi, ou de sauter partout. c'est ça. Ça m'arrive, Ou hein, alors ou même ça une journée m'arrive. où on est un peu à cran. Ouais, Allez, je mets mes baskets, je vais courir parce que ouais, là, j'en peux plus. Bon, ouais. on pourrait se dire, voilà. Souvent, Mais ça peut ouais, arriver quand on rentre à la maison, parce que nos chiens, ils sont restés longtemps seuls. Et là, ils ont la zoomies parce qu'en fait, il faut qu'ils déchargent leur potentiel, soit joie, soit le stress d'avoir été seuls. mmh, Et donc, ça peut arriver aussi pendant un retour de balade. Là, vous vous dites, mais je comprends pas, mon chien, il a joué pendant 1 heure et demie. Et en fait, on rentre à la maison et il en a jamais assez. Non, il a tellement été peut-être content, joyeux, ou au contraire, si la balade elle a été un peu dure, qu'il a été en laisse, qu'il s'était trop voilà contraignant, et ben il rentre et là il faut qu'il décharge. Donc mmh. laissez faire, tout est normal. On va voir maintenant notre comportement bizarre Oui. dans cette deuxième question. Pourquoi mon chien tourne-t-il en rond avant de se coucher? Mmh. Alors ça, le chien qui tourne en rond, alors on le voit en intérieur comme en extérieur. Mmh, Ça peut être vraiment, je suis dans mon panier, je tourne, je tourne, je tourne, ou même je gratte. Alors ça, ils disent, donc déjà c'est un comportement totalement instinctif de nos chiens.
le pourquoi, c'est un héritage direct des ancêtres sauvages du chien. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous, nos chiens, ils sont domestiqués, donc il n'y a pas de sujet. Mais les chiens dits sauvages, les loups, les canidés, etc., les autres canidés sauvages, en fait, à la base, ils tournaient parce que pour voir, ou même ils grattaient pour voir si si déjà pour se faire un petit nid, donc ils aplatissent l'herbe ou le panier pour se faire un petit cocon. Donc c'est pour délimiter un espace sécurisé, mais aussi pour voir s'il n'y a pas d'éventuels prédateurs ou des insectes qui pourraient les déranger. Parce qu'il faut savoir que faire ses besoins, dormir, est un acte vulnérable pour un chien. Dans le sens où, bon, bah, dormir, il repose, il voit pas ce qui se passe. Par contre, bah, faire ses besoins, c'est pareil. S'il est dérangé à ce moment-là, c'est un peu. Donc, c'est juste un héritage ancestral où certains chiens vont le faire, d'autres pas du tout, juste pour se rassurer que tout va bien. Voilà, et que l'espace, il est sécurisé là où ils vont dormir potentiellement. Et comme tu le dis, effectivement, c'est dans des moments où ils sont vulnérables. Et c'est pas le seul moment où ils tournent en rond d'ailleurs. Souvent avant de Oui. faire leurs besoins aussi. Oui, ah oui, effectivement. Oui, parce que j'ai dit les besoins, mais j'ai pas parlé de. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est ça. On a des animaux qui le font pas. On va dire pourquoi, par exemple, les chèvres le font pas? Ben, parce que les chèvres, elles ont les pupilles dans le sens horizontal, ce qui Ah, leur permet d'avoir un champ de vision beaucoup plus large et de pouvoir être attentif aux prédateurs. d'accord, génial. Donc, quand on se demande pourquoi les chèvres, bon là c'est pas le sujet, on des Non, mais c'est pupilles, bien. mais voilà, on des pupilles horizontales, c'est justement pour avoir une vision panoramique en cas d'attaque de prédateurs. D'accord, donc voilà, donc chaque Pratique. espèce est différente, donc et on appelle ça en éthologie un comportement de nidification. Tout à D'accord? fait. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir mais en fait, c'est pour se rassurer et encore une fois, il y a rien de voilà, il y a rien d'anormal, mais c'est toujours bien de le Mm. comprendre. C'est un peu alors pour faire le parallèle humain, parce que j'aime bien faire un peu beaucoup d'anthropomorphisme, c'est comme, un enfant qui cocherait ses, un petit peu sous son oreiller ou son drap pour trouver la position avant de dormir, qui se mettrait un petit peu, qui taperait un peu son coussin ou qui se mettrait bien, bah voilà, en fait, on se met en confort et en même temps, ça nous permet de vérifier, il n'y a pas d'araignée, il n'y a rien qui. Voilà, on fait de la nidification, c'est pareil. En parlant de cacher, Hein. troisième question, pourquoi mon chien cache ses jouets dans le canapé? Oui, alors j'ai mis bon canapé, Canapé. canapé autre. On voit souvent quand on donne un jouet à un chien, c'est trop drôle parce qu'ils sont là, ils regardent et là on sait qu'ils cherchent une cachette. Mm. Soit à l'intérieur, donc souvent c'est le canapé, ça c'est le plus improbable. Enfin c'est pas souvent, c'est le plus improbable le canapé. Mais bon, on s'en rend compte rapidement. Mais souvent, ça peut être aussi dans le jardin, où là, on retrouve un comportement de creuser, etc. Donc là, encore une fois, c'est tout à fait normal. On appelle ça, en fait, c'est un instinct de mise en réserve. Voilà, qui pourrait s'apparenter, on va le voir après, à la notion de ressources. En gros, c'est pareil, c'est hérité en éthologie du comportement de survie, puisque s'il chassait une proie, il pouvait l'enterrer pour la récupérer plus tard. Donc il y a quand même ce côté j'enterre parce que là, d'abord, j'ai peur qu'on me le prenne. Donc on est plus sur quelque chose en éthologie, une forme de gestion des ressources, ce qui est une superbe indication parce que quand vous donnez un os, un jouet à votre chien et qu'il va le cacher, ça veut dire que ce jouet ou cet os a de la valeur pour lui. C'est très important. Et donc, c'est ce qui explique que parfois, il va pas cacher et parfois, il va cacher. Donc déjà, ça vous donne, vous savez, des fois, pour la motivation, on dit, mais je sais pas ce que mon chien, il aime. Bon, alors, il y en a qui vont pas le faire, donc faut pas vous fier là-dessus. Mais en tout cas, ça vous permet de voir que votre chien, il apporte de la valeur à cet objet ou à ce que vous lui avez donné et qui cherche à le protéger pour pas qu'on lui prenne. Donc, il va l'enterrer. Il va venir le rechercher plus tard. Là, c'est le problème parce que souvent, il vient dans la maison avec. Donc, le canapé fait partie des endroits. Si vous habitez en appartement, vous n'avez pas de maison de jardin, il faut bien que le chien il puisse le cacher quelque part. Et en fait, ils ont très bien compris, ils vont pas lever les tiroirs, hein, mais ils ont bien compris que le canapé était une source et une ruche pour venir mettre un petit peu tous les jouets. Et c'est pour ça qu'on dit, mais je lui achète plein de jouets, je les retrouve jamais. Mm. Bon, c'est normal. Voilà, c'est une forme de ressource et donc ça peut être aussi perçu parfois comme de l'insécurité ou le fait qu'on lui prenne, mais il faut pas tout dramatiser. Ça peut être aussi un amusement de se dire, moi je le mets là. Comme ça, plus tard, je viendrai le récupérer. C'est pas grave en soi. Pour élargir le sujet, moi j'ai un sphinx, un chat nu, et lui il a un problème avec les élastiques à cheveux. C'est-à-dire qu'en fait, il pique tous les élastiques à cheveux, il les cache sous le canapé, sous le lit. Une fois, sous le lit, j'ai retrouvé 53 élastiques à cheveux. Alors bon, c'est pas le sujet du chat parce que du coup, Non, les mais c'est comportements. génial de Voilà. donner des exemples d'autres espèces, c'est génial. 53 élastiques à cheveux.
Voilà. Donc autant te dire que les femmes à la maison, elles n'en peuvent plus. Quand elles veulent s'attacher les cheveux, faut pas demander à papa, faut demander au chien. Tu vois, au Ah chat, oui, pardon. alors Faut bon demander au chat. il adore les élastiques et c'est peut-être parce qu'il a pas de ça lui rappelle non C'est je ça. plaisante. Mais en tout cas voilà, en tout cas c'est quelque chose qu'il aime donc il cherche à le préserver et à le cacher. Ouais. Mais encore une fois, il y a rien d'anormal. Peut-être essayer de voir si c'est généralisé à tous les objets ou à tout Mm. pour pas que ça fasse, là je parle des chiens, Bien de sûr, la bien sûr. protection de ressources. D'accord? Mais encore une fois, c'est pas parce qu'un animal, un chien va cacher qu'on dit ah, il fait de la protection Mm. de ressources. Attention aux étiquettes toutes faites. Non. Il y a Mm. beaucoup de comportements instinctifs. Donc, c'est pour ça aussi que ça permet ces questions de dédramatiser un peu tout ça. Est-ce que tu crois que sur des comportements instinctifs, alors c'est pas une question là, du podcast en plus, mais euh, ils ont conscience de ce qu'ils font. Par exemple, tu vois, quand ils se couchent, ils vont tourner en rond d'un point de vue génétique parce qu'ils veulent vérifier qu'il n'y ait pas de prédateurs ou autre aux alentours. Est-ce que tu penses qu'ils ont Ouais. conscience de ça ou est-ce que tu penses qu'ils le font automatiquement sans se rendre compte vraiment de la raison? Alors, moi, dans ce que j'ai pu lire et apprendre, on a effectivement des comportements, ce qu'ils appellent neurovégétatifs, c'est-à-dire qui sont, le chien n'en a pas conscience. Par exemple, tu mets une friandise devant le chien, il se met à baver, le chien n'a pas conscience qu'il bave. Donc, ça revient un peu à ta question. Pour moi, mais encore une fois, je suis pas assez calée sur le sujet. Pour moi, il y a certains comportements comme le fait de tourner, par exemple, pour essayer ça, ils en ont conscience. Alors, ils savent peut-être pas pourquoi ils le font c'est peut-être instinctif, mais quand même, ça devient, je dirais, pour répondre à ta question, dans un premier temps, c'est instinctif. Donc, ils en ont pas forcément conscience. Et après, ils le font par habitude. Et ça devient un peu plus, j'ai pris l'habitude de faire ça et ça me rassure. Donc, dans Peut-être, le ouais. premier, moi, je verrais plutôt ça. Le premier, il est, si on peut dire, inné. Donc, il est vraiment instinctif. Mais à force s'ils y trouvent un plaisir certain, ils vont le reproduire. Si par contre, il n'y a pas d'incidence entre je le fais pas, ça va pas se reproduire. Je sais pas si ça répond, mais c'est mon. C'est une réponse, en tout cas, moi, Mais j'ai qui me va pas bien. j'ai pas de. Voilà, j'ai Écoutez, rien d'autre. en commentaire, si on a un spécialiste ou une spécialiste en Ouais. éthologie qui a une réponse, volontiers, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis là-dessus. Question numéro 4. Ouais. Pourquoi mon chien se roule dans des choses qui puent? Ah ouais. Ça. Alors ça, là, on est vraiment différents, les humains, des chiens pour le coup et de bien d'autres espèces d'ailleurs. Tant mieux, Non, mais tant c'est mieux, vrai, tant heureusement. mieux. Non, mais c'est dur des fois à comprendre parce que Tu sors là, du toilettage, ça te ben coûte voilà, 70 c'est balles. c'est Voilà. exactement ce que j'allais. Alors là, t'es sûr que j'allais venir sur le sujet du Ouais. toilettage. Donc déjà, pour reprendre la question, on parlera du toilettage après. C'est vraiment un comportement qui est dit de camouflage olfactif. Déjà, le chien, il a sa propre odeur, d'accord? Se rouler dans quelque chose qui pue, c'est se rouler dans quelque chose qu'il aime. Alors vous allez dire, moi j'aime les cheeseburgers, je me roule pas dans un cheeseburger, d'accord? Évidemment, bah oui, c'est la différence entre l'humain et l'animal, d'accord? Mais eux, il y a ce côté en fait à la base, c'est plus instinctif là aussi, c'est pour passer inaperçu. C'est-à-dire que camoufler son odeur, il y a un truc de je suis pas repérée par les proies. En gros, c'est pas mon odeur, donc je mets une distance avec moi-même. Ça, c'est instinctif. Le chien, il le calcule pas. Souvent, on voit dans les balades, il y en a 2-3 là. Je sais que quand ils sont là comme ça, ils me disent oh regarde, il est trop mignon, il se roule dans l'herbe. Non, écoute, bon lavage, parce que là, à mon avis, c'est soit une crotte de cheval, de chien, ou un truc de gamin, ou une charogne, ou de gamin. Enfin voilà. Pire, ça. Donc là, on est dégoûté, forcément, parce que nous, on ne comprend pas ces instincts-là. Pareil, il y a des chiens qui vont le faire tout le temps, systématiquement. On peut leur apprendre, mais s'ils le font, c'est qu'ils y trouvent un plaisir. Du coup, c'est pas facile. C'est pas facile à rééduquer ce genre de choses, à part rediriger ou avoir l'œil partout. Franchement, c'est pas simple. Une fois qu'il l'a fait, il l'a fait. Il a pas le principe du dégueulasse, quoi. Non. Il dit c'est dégueulasse, il va dire oui, ça veut dire quoi, C'est ça. Donc c'est un peu en parallèle humain, un peu comme une personne qui se déguiserait, un espion qui va se déguiser pour pas qu'on le reconnaisse. D'accord? C'est un peu ça. Donc là, c'est un comportement en éthologie qui est observé chez de nombreuses espèces des canidés et chez les renards notamment. Et c'est un héritage de la chasse. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que pareil, quand vous donnez des friandises. Les friandises, pardon, je vais pas me faire des amis, mais bon, les friandises industrielles, les petits os en forme de cœur qui sentent rien ou qui sentent le colorant, ne sont pas du tout appétants pour vos chiens parce qu'en fait, eux, ils ont besoin de trucs qui sentent fort, du fromage, des choses un peu qui sont appétantes olfactivement parce que au niveau gustatif, nos chiens c'est pas dingue. Le goût, les papilles chez le chien, c'est vraiment pas fameux, quoi. Par contre, l'odorat, oui, là, il est vraiment très, très développé. Donc,
Donc, attention, pour revenir sur le toilettage, moi, je dis souvent, privilégier, je sais que ça fait du bien quand le chien il sort, il sent bon, on a dépensé des sous, on est trop content. Mais là, on se fait plaisir, pardonnez-moi, on se fait plaisir. Mettez-vous du parfum si vous voulez sentir bon. Mettez un porte-clés avec une odeur que vous sniffez, mais c'est pas parce que j'aime l'odeur de l'essence que je vais asperger mon chien d'essence. Et ben là, c'est pareil. T'aimes bien l'odeur de l'essence, toi? J'adore. Moi aussi. Ah ben voilà. C'est marrant, tu vois, on est rare. Hein. C'est rare. On est rare, on Moi fait aussi. partie d'une petite team. J'adore Et celui des trucs minces, des stabilos là. Désolé tu pour sais, les écologistes, mais j'adore aller faire l'essence. Moi aussi, j'adore. Je pourrais, voilà, je pourrais sniffer ou les trucs dehors. J'arrive pas, des feutres d'ardoise. Mais pour rassurer les écologistes qui regardent cette vidéo, j'ai un véhicule hybride. Hein. Donc je joins les deux. Voilà. L'écologie et le plaisir de l'odeur d'essence. Voilà, donc en fait, oui, toilettage, ok, mais choisir des produits naturels parce qu'en plus, l'odeur, il cherche à la camoufler. Donc justement, si vous mettez des produits qui sentent trop bons, monoï, vanille, ce que vous voulez, vous êtes sûr que la première balade, il va chercher à camoufler ça. Donc en fait, vous vous dites toujours, vous savez, c'est comme on lave notre voiture, c'est pas possible, j'ai lavé ma voiture, il pleut. Bon, ça, c'est vraiment de la malchance pour le coup. Mais là, pour nos chiens, c'est pas de la malchance. Ils cherchent à retrouver leur odeur naturelle. Et pour ça, pour la retrouver, il faut qu'ils aillent vers quelque chose qu'ils aiment. Et donc, privilégier des produits, hypoallergéniques qui soient pas qui sentent pas très fort. Qui sentent pas fort. Voilà. De toute façon, c'est mathématique. Hein. Plus le shampoing et encore plus un parfum sent fort, après un toilettage, plus tu as de chances pour que le chien il se roule dans le premier truc qui sent mauvais. Ça. Ok, question suivante. À quel moment un comportement bizarre devient préoccupant? Alors, le chien on va appeler ça des stéréotypies. D'accord? La stéréotypie, c'est par exemple, on a le chien qui commence il y en a, ils font des tours sur eux-mêmes, par exemple, se mordiller la queue en soi, c'est pas, attention, hein, ça c'est pas grave. Par contre, si le chien régulièrement, dès qu'il a un coup de stress, dès qu'il a quelque chose, il se met à tourner autour de lui-même et à avoir des comportements vraiment très obsédants. C'est-à-dire, on voit que là, il y a une anomalie. De toute façon, vous le voyez, hein, c'est pas, voilà. Là, c'est problématique. Mais il y en a qui se voient moins, par exemple aussi. Donc, il y a le tourner sans arrêt, ça, c'est sûr. Il y a le fait de manger ses excréments, mais pas que ses excréments, manger tout ce qui passe. Mais là, c'est le pica. Souvent, on appelle ça. Par exemple, mais si le chien, il peut pas s'en empêcher, par exemple, dès qu'il il se soulage, il va directement manger. Il y a quand même un problème. C'est-à-dire que là, on sait même pas s'il le fait pour manger, s'il fait vraiment. Donc, vous voyez, il y a des comportements comme ça. Le chien qui va manger ses excréments régulièrement, ça, c'est un problème. Et le chien aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, qui est en stéréotypie, mais par exemple, la potomanie. Ça, c'est beaucoup plus dur à observer. Par exemple, un chien qui est stressé, il va tout le temps aller boire. Dès qu'il y a une contrariété, dès qu'il y a un truc, il va aller boire, mais pas, il va pas laper, il va boire des quantités astronomiques. Ça c'est un peu gênant parce qu'en fait, le chien, il a appris que pour se soulager, il faut qu'il aille boire. Alors en soi, boire, c'est pas. Par contre, boire en quantité importante, vous le savez, ça peut, s'il y a une activité derrière, retournement d'estomac, etc. Donc, en fait, c'est quelque chose que vous pouvez voir assez facilement. Tout ce qui est excessif. Tout ce qui est excessif, tout ce qui est et qui dure dans le temps. Voilà. C'est pas juste où c'est régulier. Là, c'est problématique. Donc, il faut consulter un vétérinaire. Et il faut d'abord, en premier lieu, pour voir un petit peu la cause sous-jacente à ça. Et après, évidemment, un comportementaliste canin. Mais c'est plutôt le veto là, dans ces cas-là, pour voir ces troubles-là. Ok. Voilà. On en vient à la dernière question. Oui, dis-moi. Et ces comportements-là sont liés c'est des stress, c'est un stress chronique. Ça peut être de l'ennui, de l'isolement, mais on est sur un animal souvent qui a un problème avec le fait d'être. Il y a un problème de besoins qui sont pas comblés, c'est sûr, mais on a un immense stress. Donc là, il va falloir trouver aussi peut-être des alternatives pour l'apaiser. Voilà. Voilà, on part sur le côté comportementaliste. Là. Voilà. Ouais. Dernière question qui va nous servir aussi, qui est une parfaite conclusion. En quoi l'éthologie change notre regard sur les comportements de nos chiens? Alors, déjà, si on faisait tout par... Alors, l'éthologie au sens, moi, je l'exprime bien parce qu'il y a différentes définitions. Je ne parle pas de la science, même si c'est ça. Hein. Je parle vraiment de
comprendre le comportement de nos animaux. D'accord? Si on arrive à mieux comprendre pourquoi ils font ces comportements plutôt que je voudrais qu'il arrête de faire ça, déjà le monde se porterait beaucoup mieux. Parce que on demande beaucoup trop à nos chiens. On demande de pas aboyer, on demande de pas tirer sur la laisse. En fait, ça devient, pardon, hein, ça devient tout sauf des chiens finalement. Donc la domestication c'est bien, mais il faut aussi leur apporter quelque chose. Donc pour moi, l'éthologie, elle est là. L'étude des comportements, c'est aussi l'expression d'une émotion, d'un besoin et d'un instinct. Donc si on arrive à le comprendre, on va pas chercher à l'enlever, à l'annihiler complètement. On va chercher à trouver comment répondre au mieux et se rapprocher de ça. Donc pour moi, l'éthologie, c'est un pilier essentiel pour comprendre nos animaux, tous quels qu'ils soient. Bon, moi, c'est les chiens, mais on pourrait parler de l'éthologie sur tous les animaux avec d'autres intervenants. Déjà, tout ce qu'on va appeler une bêtise en comportement humain, c'est pas une bêtise pour le chien. Chercher dans les poubelles, pour lui, c'est du flair, hein, ni plus ni moins. C'est de la recherche olfactive. Lui, il sait pas qu'un sac poubelle, faut pas l'ouvrir. Lui, il sent une odeur, il y va. Donc, en fait, ça permet de relativiser ce que l'espèce humaine et l'espèce animale ont pour s'apprivoiser et pour arriver à mieux se comprendre. Donc, on devrait tous partir de l'éthologie, de la science, des études comportementales, pour se dire, OK, j'accueille un nouveau compagnon canin dans ma team. Eh ben, je vais d'abord chercher à comprendre tout ce qu'il fait, tous les types de comportements, pourquoi il tire, pour avoir une odeur, pour voir le copain, pourquoi il aboie, est-ce qu'il veut me demander de l'attention, est-ce qu'il a peur de quelque chose, est-ce qu'il m'annonce quel facteur. Si on part pas du pourquoi, on peut pas traiter le comment. Et à mon sens, l'éthologie pour ça, c'est un levier indispensable pour mieux interpréter le contexte, parce que tout part du contexte, hein, du chien. Il n'y a jamais de cas isolé. Tout part de la race, tout part d'un tempérament et tout part d'une histoire. Et l'éthologie, elle amène à ça. Donc, c'est se dire qu'on sait, il n'y a plus de sujet sur le fait que les animaux ressentent nos émotions, ressentent tout ça. Heureusement que maintenant, ça y est, c'est dans les mœurs. Mais on a encore trop tendance à vouloir les moduler à notre façon. Et ce ne sont pas des humains, ce sont des chiens. Donc, ouais. Et puis ça permet aussi, en comprenant ce type de besoin, de les rendre heureux en répondant à leurs besoins naturels aussi. Parce que, par exemple, un chien qui va avoir tendance à toujours les fouiller dans la poubelle, ok, c'est problématique pour nous, c'est naturel pour lui, mais il faut justement trouver un moyen de remplir ce besoin différemment pour trouver justement un terrain d'entente entre l'humain et entre le chien, quoi. Donc effectivement, c'est complexe, mais le but, c'est pas d'annihiler tout comportement, c'est de les comprendre pour après aussi savoir en rediriger certains, puisque là, du coup, on parlerait de troubles ou de problématiques, et savoir répondre à d'autres pour justement répondre aux besoins naturels de l'animal et faire en sorte qu'il soit épanoui. C'est ça. Et ça permet aussi de se dire, parce que j'entends trop souvent ça, mon chien, il fait ça pour m'embêter. Je le sais, hein, mon chien. Non, un chien, il fait jamais un comportement par hasard. Alors, c'est sûr qu'ils sont opportunistes. Donc, ils savent très bien à qui le faire, quand le faire, comment le faire. Ils ont de la réflexion, bien entendu. Mais par contre, ils n'ont pas ce côté manipulation, ce côté stratégique. Ben non, non. Donc, s'ils le font, c'est que ça répond d'abord à un besoin ou à une émotion. Et donc, ça, c'est très important de le comprendre. Et c'est à nous, pour les aimer et les éduquer comme il faut, de les observer pour pouvoir ensuite réguler et comprendre que, ok, tu as envie d'aboyer, bon, bah, tu aboieras toute ta vie, je vais pas enlever ça, mais peut-être que je vais te proposer des moments où tu vas pouvoir le faire et d'autres où ce sera un peu plus contrôlé. Et puis là, du coup, on n'est pas trop mal. Voilà. Alors, j'ai menti, c'était pas la dernière question. J'en ai oublié. Je me suis dit que tu en avais oublié une. Mais en ce moment, c'est ma spéciale parce que ça aurait fait 2 fois que j'oublie une question dans un podcast. La dernière fois, j'en ai oublié une aussi. Celle-là, lui a pas plu. Il lui a pas plu, très bien. Non, elle est bien celle-là parce qu'en plus, la scène, j'imagine la scène, elle me fait rire. Mon chien aboie dans le vide. Ouais. Ça veut dire quoi? Ouais, alors je l'ai pas vu souvent, mais j'en ai vu quand même beaucoup chez les chiens de berger. Pour rien vous cacher, les borders. On va sortir la race. Ça veut pas dire, mais c'est ce que j'ai vu. Allez, et là, de suite, je sais qu'on va avoir des commentaires. Mon border ne fait pas ça. Voilà. Mon border, bon. Mais tant mieux. Mais en fait, moi, je vous donne mon expérience. En généralité, une généralité, oui. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Il y a plusieurs explications à ça. Là, on va un peu s'éloigner de l'éthologie. Parce que pour moi, on est plus dans un trouble du comportement lié un petit peu à la stéréotypie, mais avec des pincettes. Je vous explique. Un chien qui aboie dans le vide, vous savez, des fois, ils font comme ça, ils pincent avec les dents. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a vu? Alors, il peut y avoir, première chose,
un problème, on va dire, médical. C'est-à-dire, je sais pas, soit la vue, elle est un peu tronquée, du coup, il voit pas tout et ça lui crée des ombres. Et d'accord, donc là, c'est plutôt veto. OK. Ensuite, on peut avoir un chien qui a une ouïe ultra développée, ce qui fait qu'il entend des sons à des fréquences, et c'est pour ça que je vous parle des borders, vous allez comprendre. Et il entend à des fréquences qui sont très très élevées, qui sont insoupçonnables pour nous, parce que leur ouïe, elle est pas mal du tout aussi. Et donc, les borders sont des chiens extrêmement sensibles, extrêmement intelligents. Ce sont des chiens de travail comme beaucoup de chiens d'ailleurs, mais qui ont cette sensibilité très exacerbée pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, ils ont les qualités de leurs défauts, ils sont très sensibles. Et donc forcément, j'ai vu des borders faire ça. C'était des borders qui ne sortaient pas. Jamais. Ils étaient dans le jardin, ils étaient 2. Et en fait, ils tournaient, donc ils avaient les 2, je tourne autour de la piscine et ils faisaient toujours ces claquements comme ça. Moi, personnellement, ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'était tellement répété que ça s'en est devenu un TOC. C'était un TOC. C'était plus un trouble du comportement. Là, on est sur un TOC. Donc là, on a un besoin d'attention pour moi qui est mal exprimé. On a quelque chose de l'ordre de l'ennui, ils étaient pas stressés, ils étaient très bien, mais on a quelque chose de, voilà, ils ont appris à s'occuper comme ça et c'est devenu un TOC, donc un trouble obsessionnel. Hein. Et après, on a aussi ceux qui font ça par hypervigilance à l'environnement, mais en général, je préfère vous le dire, c'est pas hyper bon signe. Voilà, un chien qui fait ça, si c'est ponctuel, il a vu une mouche ou un moustique qu'on n'a pas vu, pas de souci. Si par contre, il le fait régulièrement, là, il faut aller creuser. Il y a quelque chose qui est pas complet chez votre chien, ou parce qu'après, c'est pas forcément il y a aboyer dans le vide et il y a pincer dans le vide, d'accord. Mais déjà, on est sur une vocalisation. Donc, si c'est du pincement, pour moi, on est sur du trouble. Si c'est une vocalisation, il aboie dans le vide. En fait, vous croyez qu'il aboie dans le vide, mais on a un contexte. Et donc, c'est souvent lié à l'ouïe. Donc, ça veut dire que moi, je vous préconise de changer le contexte pour voir si votre chien, en fait, il faut enlever si c'est votre jardin, eh ben, sortez votre chien. Allez en vacances avec dans un autre contexte, totalement différent, et voyez si le comportement, il se produit. S'il se produit sur différents contextes, on est sur un chien qui a appris soit parce qu'il s'ennuie et donc pareil, soit sur un TOC, soit sur quelque chose comme ça. Si ça disparaît, c'est pas un trouble. C'est un problème d'environnement. Voilà. D'accord. Ok, eh ben écoute, Julie, moi j'ai rien à rajouter sur cette question, merci beaucoup. Bien. On a répondu aux 7 questions là pour le coup. J'ai rien oublié, on est bon. Comme d'habitude, je te laisse le mot de la fin sur ce sujet. Alors, le mot de la fin sur ce sujet, c'est vraiment, moi j'ai un message à faire passer. J'aimerais vraiment que toutes les personnes qui ont un chien essayent, quand il y a une insatisfaction auprès de votre chien, de penser positivement. Je vous explique. Votre chien, il tire en laisse. J'aimerais bien que plutôt que de vous dire « je veux qu'il arrête de tirer en laisse », demandez-vous ce qu'il doit faire à la place. Si vous savez vous demander ce que votre chien il peut faire à la place d'un comportement gênant, vous avez la solution. Vous avez presque, je vais faire, pas besoin d'un professionnel. Presque pas. Parce qu'en fait, c'est vous qui allez. Donc, il y a votre émotionnel, ça, on l'a dit, c'est sûr. Mais déjà, je veux que mon chien il arrête de tirer en laisse. Alors, c'est quoi le contraire? Julie, le contraire, c'est qu'il soit calme et qu'il arrête de tirer. Et oui, mais comment on fait ça? Comment on fait parce que si on est sur je veux qu'il arrête, on est dans ça suffit, stop, doucement. Si on est dans je veux qu'il soit à côté de moi, qu'il puisse marcher calmement. Alors déjà, il faut lui donner une durée. Je suis désolée, un chien, si vous marchez 2 heures, un chien au pied, ça s'appelle un chien militaire. Voilà. Donc déjà, attention aussi au temps que vous mettez. Mais ok, moi, si je veux que mon chien il arrête de tirer en laisse, je vais mettre de la valeur sur moi. Donc, je vais peut-être sortir au début avec quelque chose qu'il aime bien, une petite friandise. Regarde, cool. Je vais peut-être faire un petit peu des allers-retours, lui montrer que pour pas qu'il se prenne des petites secousses, c'est bien qu'il s'intéresse à moi. Mais pensez toujours positif. Arrêtez de voir le problème et de dire je veux que mon chien arrête de faire ça. Essayez d'arrêter la négation et de trouver, vous, le substitut. Je veux que mon chien il arrête de sauter sur les gens. Je veux que mon chien il ait les 4 pattes au sol et qu'on puisse le caresser sans qu'il saute. Voilà, qu'on puisse le caresser et qu'il soit calme. Trop bien. Comment on fait pour qu'il soit calme? Il y a plein de façons. On s'abaisse, on le caresse, on lui parle, on jette des friandises. Et vous voyez que déjà c'est pas la même chose. Donc voilà, ça c'est mon mot de fin. Merci beaucoup Julie pour ce mot de fin.
Très, très intéressant et pertinent. Merci infiniment. Merci à tous d'avoir écouté, regardé ce podcast. N'hésitez pas à commenter si vous avez des retours à faire par rapport à tout ce qu'on a pu dire, si vous avez des retours d'expérience, etc. On sera ravis de les lire, de pouvoir y répondre. N'hésitez pas aussi à partager ce podcast aux plus nombreux parce qu'il y a quand même une mine d'informations très intéressante et très riche grâce à toi, Julie. Et merci beaucoup, encore une fois, Julie, pour ta participation active à ce podcast. Merci à toi de me laisser cet espace d'expression. Et merci super. à tous de les écouter. Et puis, on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Merci à tous. À très bientôt. Excellente journée. Au revoir.